Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jacques Robert, que personne ne connaît. Il y a peut-être une excuse, c'est qu'il est mort à 17 ans. Alors effectivement, il a laissé une trace fugitive dans la vie. Donc Jacques Robert, qui est né en 1875 et qui est mort en 1892. Et un de ses préfaciers va dire « Jeune talent mort avant la saison ». Et c'est vrai qu'il avait un réel talent littéraire et que s'il avait vécu plus longtemps, je pense qu'effectivement, on en aurait beaucoup plus entendu parler. Alors, Jacques Robert, il est né à Angers le 14 novembre 1875, il est mort à Royan le 28 juillet 1892, mais il a passé sa vie, hormis les congés, à Vesges. Quand vous entrez à Vesges en venant de Laval, à un moment donné, vous passez donc tout de suite après l'entrée de la commune. À droite, il y a une grande maison avec une arcade où il y a marqué Maison Glétron Robert. C'est là qu'il a vécu et quand sa mère, sa grand-mère sont décédées, la maison a été donnée à la commune. Donc sa courte vie va se dérouler à Vesges. Il fera des séjours en Italie ou en Bretagne ou sur la côte atlantique. C'est une histoire de famille. Son père, Anatole-Édouard Robert, était un avocat choletais qui appartenait au parti républicain, à la franc-maçonnerie. Et il va être successivement conseiller général d'un canton d'Angers, puis conseiller municipal de la ville d'Angers, et puis il viendra s'installer à Vesges et il sera conseiller général du canton de Sainte-Suzanne en 1887, sera réélu en 92, il échouera à la députation, mais sera maire de Vesges de 1886 à 1900. Donc ce sont des gens qui ont laissé des traces à Vesges. Alors évidemment, il faut se resituer dans le contexte du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, en Mayenne, qui était un département plutôt conservateur, et Vesges était plutôt un canton à gauche, Sainte-Suzanne-Vesges. Il avait épousé ce Édouard Robert, une jeune femme qui s'appelait Marie-Joseph Glétron et qui était fille de Marie-Félicité Vezin, épouse Glétron, et d'un ancien maire d'Angers, Jacques-Louis Glétron. Cette femme pratiquait la peinture et va réunir une collection d'objets d'art importante qu'elle lèguera à la commune de Vesges. Donc ça, c'est les parents de Robert. Mais le grand personnage de la famille, et pour Robert, dans l'éducation de Robert, c'est sa grand-mère maternelle. C'est elle qui va jouer un rôle primordial dans sa courte vie, et c'est à elle qu'on doit l'édition des œuvres de son petit-fils. Parce que toutes les éditions sont posthumes. Il n'a pas eu le temps, mort à 17 ans, de les faire éditer. Donc c'est sa mère et sa grand-mère, mais surtout sa grand-mère, qui vont les faire éditer. Alors, cette grand-mère, elle a une histoire qui, elle aussi, s'inscrit dans la fin du XIXe siècle. C'est la fille naturelle d'une lingère qui s'appelait Aimée Vezin, qui est née à Vesges en 1829. Fille naturelle en 1829 dans un petit bourg, c'est pas très bien vu. C'est plutôt difficile pour l'enfant. Elle est remarquablement intelligente et donc elle va être scolarisée à Vesges, puis quand sa mère va mourir, on va l'envoyer à Angers. Et là, elle va passer à 18 ans les examens nécessaires à l'enseignement. Mais elle donne déjà des cours, des leçons particulières depuis l'âge de 14 ans. En 1848, elle est nommée institutrice à Châteauneuf-sur-Sarthe, où elle va rencontrer Jacques Glétron, qui est professeur au collège de la même ville. Ils vont se marier en 1850. Elle va enseigner encore pendant 6 ans, et puis chacun va se retirer de l'enseignement pour fonder une maison de commerce de vin à Angers. Ils auront une fille unique qui va être éduquée dans les meilleurs établissements d'Angers. Cette fille unique, c'est la mère du jeune Robert. Et Madame Glétron, grand-mère, la grand-mère de Jacques Robert, elle va être obsédée toute sa vie par l'éducation, et en particulier l'éducation des filles. Donc elle va militer, être une militante laïque, c'est aussi
une particularité de la famille. Elle veut que tous les enfants puissent bénéficier de l'instruction. Donc elle va favoriser l'école à Vèges et elle va y attirer des élèves pour préparer le brevet et le concours d'entrée à l'école normale. Et elle va fonder un cours complémentaire de filles dans cette commune et elle assumera tous les frais de ce cours complémentaire. Donc, c'est vous dire si pour elle, l'instruction des filles était quelque chose d'extrêmement important. Mais l'instruction en général. Donc, elle va mettre énormément l'accent sur l'éducation de son petit-fils Jacques, qui en plus est d'une santé extrêmement fragile, puisque c'est la tuberculose qui l'emportera à 17 ans. Alors donc, l'enfant est éduqué, alors enfant unique, choyé par sa mère et sa grand-mère, et choyé, c'est peu que de le dire, est éduqué chez lui avec des professeurs, quand il sera plus grand, qui viendront du lycée de Laval pour lui donner des cours particuliers. Bon, il devra s'inscrire au lycée de Laval pour passer son baccalauréat, mais jusque-là, il aura été instruit à la maison. En même temps que l'éducation, on va dire, l'instruction normale, il va recevoir une éducation artistique et littéraire très poussée, dirigée principalement par sa grand-mère. Et il va commencer à écrire une abondante correspondance dès l'âge de 10 ans, parce que comme il se déplace, dès qu'ils le peuvent, ses parents l'emmènent au bord de la mer. Alors, j'ai un peu noté tous ces déplacements, c'est assez conséquent. Il va aller donc dans les Pyrénées à Cauterets, il va aller à Pléneuf-Valandré, à La Baule, à Croix-de-Vie, à Saint-Lunaire, dans l'Oise, et puis il mourra à Royan. Donc vous voyez que c'est une famille qui se déplace énormément, en particulier pour la santé du petit garçon. Donc dès qu'il peut s'exprimer, il va commencer une correspondance, alors avec son grand-père, son père, ses professeurs, ses cousines, sa nombreuse parentèle, parce que c'est une famille assez étendue, et donc il va écrire. Il va écrire évidemment des poésies, et puis il écrira 2 romans, Armande et Régine, en plus donc de cette correspondance qui sera partiellement publiée donc après son décès. Et toutes ces œuvres seront préfacées par un autre Mayennais, Eugène Ledrin, qui a vu le jour à Sainte-Suzanne, qui est un éminent archéologue orientaliste et qui va être conservateur des antiquités orientales du musée du Louvre. Donc il va s'intéresser, lui, à tout ce qui est Mésopotamie, l'actuel Irak, et toute cette zone-là. Et donc ce monsieur Ledrin a vu le jour à Sainte-Suzanne. Alors, je vais commencer par le premier livre qui a été publié en 1898, c'est-à-dire 6 ans après le décès de Jacques Robert. Ce sont les lettres d'un enfant. Et donc là, c'est une lettre de 1889 qu'il écrit à son grand-père. « Cher bon papa, n'oublie pas qu'il y a une grande chasse organisée pour après-demain et comme elle ne l'est que pour toi, elle manquerait si tu manquais. Ma bonne maman a invité à dîner les personnes que tu aimes à rencontrer et de plus, il s'agit de manger la belle poularde si bien truffée que l'oncle de Paris nous envoie tous les ans pour notre Noël. Elle est arrivée ce matin, toute pleine de truffes, si grosse, si blanche, sentant si bon que l'eau vient à la bouche aux connaisseurs. Quel malheur de n'avoir pas d'appétit. » C'est du 20 décembre. Il vient aussi des amis de Sainte-Suzanne et le branle-bas de la cuisine est commencé. En voilà pour 3 jours. Aussi, ne fait-il pas bon s'approcher des fourneaux, dit de la cuisinière extra retenue pour la circonstance. C'est la fille de la nourrice de ma bonne maman, qui l'aime beaucoup comme elle aimait sa mère. C'est d'ailleurs une très bonne personne et une excellente cuisinière, mais d'humeur un peu chagrine. Ses fonctions ont pour elle la dignité d'un sacerdoce. Elle n'assaisonne pas, elle officie. Ses marmites, ses chaudrons sont les signes sensibles du sacrement qu'elle administre. Elle dose ses ingrédients avec des formules cabalistiques. Elle manie ses moules, ses casseroles, ses poêlettes avec précaution, comme si c'étaient des cornues. Elle est grave, compassée, importante. Le prêtre qui dit la messe est moins solennel. Un alchimiste n'aurait pas les allures des allures plus mystérieuses. Nos autres domestiques sont réduits à l'état de figurants. Ils ont des airs empressés et narquois qui me font rire.
Et sur la table, si tu voyais quelle victuaille en préparation. Une oie, un faisan qui vient de la charnie, une bécasse, des perdrix, et quel monceau de légumes, des carottes, des navets, des salades de toute espèce, des choux superbes, un potiron énorme et des fruits. De grosses pommes de reinette mouchetées de gris, des marrons dorés, des poires, des pruneaux et des abricots confits, des figues et des raisins secs. Que sais-je encore? Plus il y en a, moins j'ai faim. Il me semble que tout le monde dînerait aussi bien sans tant de cérémonie, mais le sans dessus-dessous est une partie essentielle du programme des grands festins à la campagne. À Angers, nous n'en cherchons pas si long. On m'a raconté qu'un monsieur de T donnait quelquefois dîner. Quand cela lui arrivait, il en parlait le lendemain avec emphase et disait « J'ai donné hier un grand repas qui m'a causé beaucoup d'inquiétude et de tracas. Croiriez-vous que j'ai eu un mouvement de 300 assiettes ? Je désire que le mouvement des nôtres soit plus modéré. Mais d'ailleurs, s'il en était lavé 300, on n'aurait pas la peine de les essuyer toutes, il en trouverait assez de cassées. Comme j'ai le bonheur de t'avoir, et de plus mademoiselle Léonie N. avec sa jeune sœur Elisabeth qui est bien jolie, j'espère ne pas trop m'ennuyer. Au revoir, cher bon papa. Arrive vite, je me réjouis de t'embrasser, ton petit-fils qui t'aime. » Voilà. Alors là, il a 14 ans. Je vais vous en lire une autre. Ça, il écrit à une cousine sur le lycée de Laval. 1891. Donc il est inscrit au lycée de Laval. Donc il écrit à sa cousine. « Tu me reproches de ne pas t'écrire, ma petite cousine. Que veux-tu que je te dise puisque tu vas te marier? Pourtant ce soir j'ai tant pensé à toi que je veux te l'écrire. Mes papas et ma petite mère sont à dîner chez monsieur le préfet. Ma bonne maman ne va jamais chez personne comme tu sais, et moi je suis restée avec elle, je ne veux plus la quitter. Elle a un travail à faire pour la maison d'Angers, travail que bon papa emportera demain, et moi qui ne peux l'y aider, qui n'ai plus de devoirs à préparer avant la rentrée de janvier, j'en profite pour penser à toi. Tu me demandes si je m'accommode de mes professeurs et quels ils sont. Cela t'intéresse donc encore? Je t'ai souvent parlé de monsieur Levrault qui me donnait des leçons l'autre année, et c'est la perle des professeurs. Monsieur Burg, que je connaissais aussi, est toujours excellent. Mes nouveaux maîtres sont le professeur d'histoire, monsieur Leguet, instruit et zélé. Pour les mathématiques, monsieur Baon, le père Baon, comme disent les irrévérencieux. Ce n'est certainement pas la faute de celui-ci si je ne profite pas mieux de ses leçons, mais il est sûr que je n'y fais pas de brillante figure. Il est l'auteur de romans que je lirai peut-être et de 2 garçons qu'on dit fort intelligents. Le proviseur et le censeur ont de bonnes figures. L'aumônier est très aimable et le surveillant général, M. Tafoureau, le père Taff, est plein de bonté pour moi. Ce n'est donc pas la vie que je mène ici qui me vaudra la palme du martyr. Passons à mes camarades pour compléter mes litanies. Chacun d'eux a des mérites divers. Le plus laborieux de la classe et l'un des plus intelligents est Gautier, qui se dessine à l'école normale. Il est mon aîné de toutes les façons, il me prête ses cahiers avec beaucoup de complaisance. J'en ai besoin parce que, n'étant pas bien au courant de cette petite cuisine de leçons et d'extraits, je suis toujours en retard. Le jeune Lagarde est mince, frêle et très intelligent. Godefroy est fort en composition française, Daubert en grec, Brou en mathématiques, Savelli en allemand, Vaillant en musique. Lemoine, Emery, Cadeau, David, Hervé, Petit, Chevalier, Gandet sont les meilleurs camarades que l'on puisse imaginer. Ils me rendent 1000 petits services et sont enchantés quand je réussis. Le moine particulièrement, il met tant de bonne amitié qu'il est plus fâché que moi quand je dis quelques bêtises ou que je manque une composition. À la récitation, j'avais passé un paragraphe dont je me suis ensuite souvenu, mais trop tard. Le moine en avait les larmes aux yeux et soutenait avec feu que je devais être le premier. Bon le moine. Tu me parles de ton avenir, ma petite cousine. Je ne sais quel sera le mien. Peut-être serais-je avocat comme mon père l'a été. Dans ce cas, je commencerai par être le secrétaire de monsieur des êtres que j'aime bien. Peut-être serais-je négociant comme bon papa et mon ami Houtin qui se dessine au commerce. À moins que je n'arrive à avoir du talent, alors j'écrirai. C'est là ce qui me plairait le plus. Mais on ne peut pas y être médiocre et le vrai talent n'est pas commun. Enfin, j'essaierai. Voilà. Et puis une troisième qu'il va envoyer à un professeur, un de ses professeurs, son professeur d'allemand, qui est rentré chez lui en Autriche-Hongrie. Et il l'entretient régulièrement de sa vie, de ce qui se passe, des gens qu'il a pu connaître quand il lui a donné des leçons.
Et il écrit depuis le château de Lénières, à Vège. Ce château appartient à son oncle, n'a pas appartenu au Robert, parent de Jacques Robert, mais à son oncle paternel, qui habitait Paris. Alors il lui parle donc de ce château, il lui en fait la description. Le château est entouré de douves larges et profondes en bon état. Elles sont très poissonneuses et l'on peut y pêcher des fritures à volonté. Dimanche dernier, quelques amis des deux sexes sont venus nous voir. Nous les avons engagés à pêcher, ils ont pris 53 poissons. Je voulais qu'ils les emportassent, mais les trouvant trop petits, ils ont préféré venir les croquer ici le lendemain. En attendant, nous les avions déposés dans un baquet à moitié plein d'eau et fermé d'un couvercle. Hélas, dans la nuit, les chats ont dérangé le couvercle, dévoré les 53 poissons, dont il n'est resté que des débris. Ainsi, nous a été épargné la peine de les cuire et de les manger. Il y aurait encore plus de poissons s'il ne s'était introduit dans les douves, je ne sais comment, une famille de loutres. On aperçoit de temps en temps leur dos noir et lustré, mais ce n'est qu'un éclair. Elles plongent et disparaissent. Je crois qu'on a des intentions meurtrières à leur égard. Je voudrais les avertir, mais le moyen. Ai-je d'ailleurs le droit d'intervenir entre les loutres, leurs bourreaux et leurs victimes? Je vous livre ce problème. De toute façon, le poisson sera mangé. Les douves sont alimentées par un petit étang très ombragé et très poétique. Il est entouré de chênes magnifiques dont les branches trempent dans l'eau. La source de cet étang est une sorte de gouffre dont le fond n'a pas été mesuré, ce qui fait dire qu'il n'en a pas. Il ne paraît pas cependant présenter une particularité assez remarquable, une fontaine que j'ai visitée à quelques lieues d'ici et qui passe aussi pour ne pas avoir de fond. Celle-ci, dans les inondations, jette à la surface une quantité de poissons aveugles semblables à des sols. Il ne leur reste que la place de l'œil, l'organe s'étant sans doute atrophié faute d'usage. Cet étang est au contraire peuplé de gros poissons ayant d'excellents yeux à l'aide desquels il déjoue les mauvais desseins de mes cousines et de mes amis. Voilà un passage, et puis je vous en lis un autre. Nous sommes entourés de tous les fermiers de notre oncle, et comme ils sont nombreux, je pourrais, sans sortir d'ici, faire des études de caractère aussi variées qu'originales. Il y en a un que je recherche particulièrement. Pour un homme des champs, il est pâle, frêle, délicat et l'air très fin. Il a en effet un tact et une intelligence extraordinaires. Ma bonne maman prend beaucoup de plaisir à causer avec lui. Une des fermières est allée à l'école avec ma grand-mère. Elle se souvient d'une foule de choses que ma bonne maman a oubliées et qui nous intéressent. Elle est un peu superstitieuse. Elle a demandé à donner une oie à Noël chaque année à monsieur le curé. Cette permission lui était nécessaire parce que le produit de sa ferme est partagé par moitié entre elle et notre oncle et qu'elle aimait autant ne donner que sa moitié. Ma bonne maman, avec l'autorisation du propriétaire, lui a dit qu'elle pouvait donner une oie si ça lui faisait plaisir, et elle lui a demandé si c'était un usage ancien. « Oui », a-t-elle répondu, « nous en donnons une chaque année, mais il y a 15 ans, les anciens propriétaires, barons de landes voisins, nous ont dit de cesser. Nous l'avons fait, et cela nous a jeté un sort. Nos troupeaux d'oies n'ont plus réussi. » Elle en paraissait si convaincue que ma bonne maman n'a même pas essayé de lui dire que ses voisins ne donnaient pas d'oies et cependant ne se plaignaient d'aucun maléfice. Il y a un autre fermier qui ne veut pas détruire les hannetons, non par scrupule ou parce qu'il les aime, mais parce qu'il juge cette destruction inutile. Il dit que l'invasion de ces insectes est périodique, qu'ils viennent on ne sait d'où, ni pourquoi, ni comment. Rien ne peut les arrêter, ils empoisonnent la terre qui le leur rend, alors ils disparaissent pendant des années jusqu'à une nouvelle invasion. Peut-être a-t-il raison, il prétend avoir pour lui l'expérience. Mais en attendant, dit ma bonne maman, combattons les hannetons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Parmi les fermiers, ou plutôt les fermières, il y en a qui ne vivent pas en trop bonne intelligence avec leurs voisins, et l'on ne peut imaginer les méchants tours qu'elles se jouent. C'est par exemple du chanvre mis à rouir dans la rivière qui traverse la propriété. Si ce chanvre avance d'1 millimètre sur la prairie de la voisine, sommation est faite de le retirer. Le garde champêtre est convoqué, le chanvre est éparpillé, les bonnets volent à l'aventure, les oreilles sont menacées. L'une d'elles met-elle du linge à sécher sur une haie commune, il est exposé à toutes sortes d'avanies. Les poules pénètrent-elles dans le jardin de l'adversaire et se permettent-elles d'y déterrer une graine ou un ver? La poule n'a qu'à bien se tenir et sa propriétaire aussi. Chacune d'elles voudrait bien entraîner son mari dans sa querelle, mais ceux-ci n'ont pas l'air de comprendre et rient en dessous. Je dois confesser que cet état de guerre n'existe qu'entre deux des fermières.
dont l'une a le ton un peu vif, tandis que l'autre, la plus maligne, je crois, paraît tout miel et tout sucre. Le fermier conservateur des hannetons habite un des 5 ou 6 fiefs qui composaient la propriété. À côté de l'ancienne motte féodale de ce fief, encore intact avec ses douves, existait il y a quelques années le plus vieux chêne de la contrée. Dans sa plus grande dimension, d'une extrémité de ses branches à l'autre, il mesurait au moins 60 mètres de diamètre et plus de 200 mètres de circonférence. Sous ses branches était établie une foule de servitudes, et rien n'était plus imposant que ce colosse encore très vert, dont le temps n'avait altéré ni la vigueur ni la majesté. Il était la merveille du pays. Par un vandalisme inexplicable, les derniers propriétaires l'ont fait abattre et l'ont vendu. On en a tiré un nombre infini de cordes de bois. Je n'ose pas vous en dire le chiffre prétendu, tant je le crois exagéré. J'aurais peur de dire des bêtises. Ce chêne était déjà si remarquable en 1674 que dans la destruction faite alors de 40 hectares de bois marmenteau, il avait été le seul épargné. Voilà. Alors, c'est aussi une lecture intéressante pour qui s'intéresse à la Mayenne, parce que les Robert avaient acheté un certain nombre de propriétés autour de Vesges, et donc il en donne des descriptions lorsqu'il va s'y promener, ou lorsqu'il faut aller voir les fermiers, etc. Il accompagne son grand-père ou sa grand-mère, et il donne des descriptions du pays de Vesges qui sont extrêmement intéressantes. Donc il a déjà quand même un bon style, hein. C'est quand même très bien écrit, et je pense que Jacques Robert avait un réel talent d'écrivain. Alors, en 1900, les publications posthumes continuent et sont publiés les devoirs d'un écolier qui va recevoir le prix Monthyon de l'Académie française. Alors là, c'est la même chose. Il écrit, il voyage, et donc il écrit à des professeurs, des parents, mais surtout des professeurs. Et voilà une promenade aux environs de Naples. Il est allé en voyage en Italie, il est allé à Naples, ce qui était très bien porté à l'époque, et il écrit à ce professeur d'allemand qui habite Bielitz en Autriche. Avant de partir pour Corfou, nous devions passer à Naples une quinzaine de jours, et j'en profitais pour visiter les environs. J'y faisais des emplettes où j'ai quelquefois été attrapé, achetant pour maman des parures en filigrane d'or d'un titre douteux, payées 3 fois leur valeur, et des camées en lave que je prenais pour de l'onyx. On apprend à ses dépens. Présentement, le trafiquant le plus retors le serait moins que moi sur ces matières. On me demande, par exemple, 5 francs pour un de ces objets, j'en offre le quart et on me le donne. Je faisais donc des excursions d'où je rapportais pêle-mêle de petites tortues vivantes, des bracelets de corail, des fragments de poterie d'une antiquité plus ou moins authentique, de petits bibelots trouvés à Pompéi. J'achetais ceux-ci pour quelques francs en croyant faire un marché superbe. Or, ils étaient fabriqués de la veille et valaient au plus 1 ou 2 sous. Cela ne m'empêchait pas d'admirer la beauté du ciel et de la mer, la grâce indicible des choses dans cette lumière fine et douce d'un charme si pénétrant. Tant de souvenirs classiques, tant de noms vénérés, tant de ruines magnifiques occupaient mes loisirs que je ne retrouverai peut-être jamais cette sensation d'équilibre entre mes études, mes goûts et mon esprit. Un jour, je m'étais dirigé du côté de Pouzol et l'ayant dépassé, au lieu de côtoyer le lac Lucrin pour m'en aller par Baïs à l'extrémité du cap Misaine, d'où l'horizon très étendu m'avait plusieurs fois captivé, je contournais le Monte Nuovo et me dirigeais vers Cumes. Avant d'y arriver, j'avais rencontré d'abord le lac Arverne, puis l'Arco Felice, porte monumentale entre 2 coteaux, au-dessus desquels passent les ruines de l'aqueduc qui amenaient l'eau potable dans le vaste réservoir destiné à l'approvisionnement de la flotte romaine. Il ne reste de ce réservoir que les 48 colonnes massives supportant la voûte et consolidant le bassin non entretenu, dont les innombrables fissures actuelles ne conserveraient pas une goutte d'eau. Sous l'Arco Felice passait la voie sacrée d'Allée, encore dans la moitié de sa largeur, et fleurie sur ses marges de cyclamènes roses, dont j'ai fait un gros bouquet pour ma grand-mère. À côté, dans une vigne voisine, on visite d'antiques sépultures. Une famille de vignerons garde la clé. J'entrai dans la maison de ces bonnes gens et les priai de m'ouvrir le mausolée. Le père était absent pour quelques heures. Soit qu'il eût emporté la clé, soit qu'il ne l'eût pas mise à la place accoutumée, on ne la trouva pas, et je fus prié d'attendre le retour du maître de la maison. Il ne pouvait tarder beaucoup. Cette famille se composait du père, de la mère et de 9 enfants.
8 d'entre eux, débiles et malingres, paraissaient, malgré la beauté du site et celle du climat, atteints de la fièvre ou de la malaria. On m'expliqua que les environs de Cumes, comme ceux de Paestum, sont devenus inhabitables parce que les égouts obstrués ont rendu leurs eaux stagnantes et empoisonné le sous-sol. La fille aînée seule évoquait par son attitude souveraine et sa beauté l'image de ces patriciennes illustres appartenant aux Scipions et aux Fabius. Elle était grande, assez forte, très bien faite, le teint mat et les traits purs. Comme elle employait ses journées à travailler la vigne, une petite faucille était passée dans sa ceinture. N'eût été la forme classique de son visage et l'expression caressante de ses grands yeux, on l'eût prise pour quelque Véleda exilée des côtes de Bretagne. En m'aidant d'un mauvais latin et d'un peu d'italien, je pus lier conversation avec cette belle personne. Assise auprès d'elle sur les ruines de l'aqueduc, j'étais bien placé pour prendre patience. J'avais sous les yeux d'un côté les restes de Cumes à demi submergés, et plus loin le soleil couchant embrassant la mer étincelante. En nous retournant, c'étaient les champs des vignes, des bosquets, de lauriers, d'orangers, de citronniers, coupés de pentes incultes et de solfatarées mal éteintes, qu'un caprice de ces régions plutoniennes peut tous les jours ranimer. Voilà, très belle évocation de la campagne napolitaine. Alors, dans les manuscrits qu'il a laissés, dans les travaux qu'il a laissés, la grand-mère a trouvé 2 romans qui portent chacun un prénom de jeune femme, Régine et Armande. Régine est achevée. C'est un roman qui se déroule dans les environs de Vèges et l'auteur y a mis beaucoup de lui-même et de ses proches. C'est vraiment un roman où il a puisé autour de lui ses modèles. Je vais vous en lire un passage. C'est quand même, pour un garçon qui est mort à 17 ans, c'est quand même tout ça. C'est quand même énorme. Alors vous me direz, c'était un enfant privilégié qui vivait seul dans un climat intellectuel extrêmement nourrissant, qui avait certainement la fibre littéraire, qui aimait écrire. Mais enfin, quand même, c'est un adolescent. C'est quand même énorme. Alors je vous dirai après que ça a engendré bien des suppositions. Alors Régine. Alors ça se passe dans les environs de Vèges. Donc elle va aller voir un château, le château de l'Aubrière, qui appartient à monsieur le comte d'Estival d'Orval et qui est situé aux sources de la Vège, dans la partie la plus boisée et la plus solitaire du Bas-Maine, à l'extrémité sud-ouest des Alpes mancelles, dont les lignes bleuâtres ferment l'horizon. Le château n'est à proximité d'aucune voie rapide, ni même d'aucune de ces belles routes largement ouvertes et très bien entretenues dont la France est sillonnée. Une allée sans caractère, longue d'un quart de lieue environ, et qui n'est probablement qu'une section de l'ancien chemin de Nuillé-sur-Ouette à Saint-Léger, alors Nuillé-sur-Ouette, hein, vous voyez, part de la route de Mayenne pour aboutir à la futaie de chênes splendides précédant l'habitation. On raconte qu'il y a 300 ans, à la place de cette blanche élégante demeure enfouie dans un oasis de verdure, s'élevait une sombre forteresse féodale, la terreur de la contrée. Il s'y attache des légendes fantastiques mêlées à des récits de brigandage inouïs. Ainsi, dans les nuits sans lune, un char de feu fait par 3 fois le tour du château et va ensuite s'abîmer dans un gouffre sans fond situé à l'endroit où l'étang voisin prend naissance. Une clameur stridente s'élève alors au-dessus des eaux, accompagnée d'une odeur sulfureuse insupportable. Ce char est conduit par le spectre d'une châtelaine du bon vieux temps qui aimait à s'instruire et était dégagée sans doute par son rang des scrupules vulgaires bons pour les manants. Désirant vérifier lequel résisterait le plus longtemps sans boire ni manger d'un homme et d'un bœuf, elle les fit attacher au même râtelier vide et chaque jour elle allait contempler d'un œil impassible les progrès de leur agonie. L'homme résista le plus longtemps. Avec son dernier souffle, il maudit la criminelle dont le châtiment ne suit pas attendre. Une flamme s'éleva du sol, la consuma avec ses 2 victimes. Et c'est là, il faut en convenir, un bel exemple de justice distributive, car il est éminemment flatteur et réconfortant pour un bœuf et pour un manant, ayant eu l'insigne honneur de servir aux expériences scientifiques de leur suzeraine, de rôtir avec elle dans le même brasier. Les marchands étrangers étaient arrêtés au passage et impitoyablement rançonnés, trop heureux de s'en tirer avec la vie sauve.
Les brigands ne se tenaient pas toujours à l'abri de leurs murailles, ils opéraient au loin, dans un vaste rayon, au-dessus duquel ils planaient comme des éperviers à l'affût de toute proie. On parlait de moines dévalisés, puis précipités dans les oubliettes, de vieillards égorgés, de pauvres filles enlevées à leur famille, outragées jusqu'à la mort, et dont on n'entendait plus jamais parler. On racontait encore qu'à une époque plus récente, quand la royauté s'était effondrée, efforcés de réduire ces tyrans locaux, ceux-ci avaient paru s'amender et quelques-uns avaient pris femme pour perpétuer légitimement leur lignée. Mais l'un d'entre eux, chez lequel le vieux levain fermentait encore, avait tué sa femme dans un accès de colère. Pendant de longues années, on avait essayé en vain de faire disparaître sur les murailles de la chambre où le crime avait été commis l'empreinte des mains sanglantes de la malheureuse et d'effacer sur le plancher des marques rougeâtres à l'endroit où elle était tombée. Pour obtenir de l'Église l'absolution de son crime, le meurtrier avait été condamné à faire nu-pied le pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray, en traversant à genoux les villes, les bourgs et les villages qui se trouveraient sur son passage. On ne dit pas s'il lui était permis de prendre des chemins détournés afin d'éviter cette façon incommode d'étaler son repentir pour l'édification des centres populeux. Voilà, quelle époque! Ça, c'est une vieille légende qui court en Mayenne sur une femme qui, effectivement, est condamnée à errer les nuits d'orage dans un char traîné par des chevaux de feu, etc. Bon, c'est aussi la légende de Monsieur de Belin, toujours dans l'est du département, à la Chapelle-du-Chêne, qui était un sire impie, condamné à la même chose. Bon, c'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres régions la Ménie-Elquin, c'est-à-dire ce qu'on entend les nuits d'orage et qui semble les roulements du tonnerre, les éclairs, qui semblaient autrefois être ceux d'un char infernal traversant le ciel. Alors, je vais vous lire un autre passage de Régine. Alors, il est question d'un Robert. Ce Robert était fils d'un ancien maître de forge retiré des affaires pour cause de santé, riche, instruit, très considéré et acquis entièrement aux principes de solidarité et de progrès social. Alors ça, c'est la famille Robert, acquis aux idées d'instruction et de progrès social, principes de solidarité et de progrès social. Il avait accepté d'être nommé préfet de la République en 1870, avait été renommé en 1871 et était demeuré en fonction jusqu'à la chute de M. Thiers. Madame Berger était la sœur consanguine et beaucoup plus jeune de M. d'Étival. Elle était devenue veuve après 12 ans de mariage et depuis n'avait jamais quitté le deuil de son époux qu'elle avait perdu. Elle s'était consacrée tout entière à son petit garçon, secondée dans ses soins par sa propre mère à elle, qui, veuve depuis longtemps, s'était retirée auprès de sa fille, et ces trois êtres vivaient dans la plus étroite intimité. Dans leur atturage, on s'était habitué à ne donner à Madame la douairière d'Étival d'Orval que le second nom de la famille pour la distinguer de la femme de son beau-fils. Et c'est ce nom que nous continuerons à lui donner dans la suite de ce récit. Madame d'Orval estimait son beau-fils, sans l'aimer beaucoup, n'ayant épousé son mari que lorsque le jeune homme avait déjà quitté la maison paternelle. Cette froideur s'était encore accrue par le mariage de ce beau-fils avec une demoiselle entichée de noblesse et de légitimité, froide, altière, et qui ne cachait pas son dédain pour la belle-mère de son mari, une demoiselle de l'Esnérac, de vieille roche pourtant, mais ayant montré le peu de cas qu'elle en faisait en mariant sa fille à un roturier. Madame d'Étival blâmait ouvertement sa belle-sœur d'avoir accepté ce mariage, malgré la valeur personnelle de l'homme distingué qu'elle avait épousé. Elle ne pardonnait pas celui-ci d'avoir consenti à servir la République, et dans l'intimité, elle se répandait en flots d'amertume qui glissaient sur tout le sien sans les émouvoir beaucoup. Si M. Berger avait été militaire, passe encore. La profession des armes anoblit. Mais un préfet de la République, elle en était suffoquée. Dans ses jours de bonne humeur, elle s'égayait sur ce sujet par des plaisanteries un peu lourdes adressées à son jeune neveu en présence de sa mère. Le fidèle berger, l'amoureux berger, le beau berger, le berger Paris. C'était tout ce que son érudition lui fournissait pour alimenter ces taquineries dont le jeune Robert ne se montrait ni fâché ni amusé. Il la jugeait vulgaire et sotte. Mais comme l'esprit de famille lui interdisait de formuler tout haut un pareil jugement, il était fort indifférent à tout ce qui venait d'elle. Il n'en était pas ainsi de sa mère que ses plaisanteries agaçaient, et à qui d'ailleurs sa belle-sœur n'épargnait pas les allusions à ce qu'elle appelait sa mésalliance.
Madame Berger s'était donc éloignée peu à peu de sa belle-sœur. Toutefois, les relations étaient restées cordiales entre elle et son frère, qui était le tuteur de son fils. Ils se voyaient chaque hiver à Paris, et si jusqu'à présent Robert n'avait fait que de rares et courtes apparitions dans le Maine au château de l'Aubrière, il passait chaque été plusieurs mois en Picardie, dans une terre appartenant à sa mère et voisine de celle de M. d'Étival. Il était en bons termes avec ses cousins des deux sexes, mais l'officier de marine était le seul qui lui inspirait un réel attachement, et comme le marin était plus âgé que lui d'une dizaine d'années, que les longues navigations et plusieurs stations dans des colonies meurtrières l'avaient prématurément vieilli, leur relation était celle d'un jeune oncle avec un gentil neveu qui promet beaucoup, pour qui on a des faiblesses paternelles. C'est sur une lettre pressante de Fabien que Robert était venu cette année à l'Aubrière, et ni sa mère ni son aïeul ne l'y avaient accompagné. Fabien écrivait à Robert de longues épîtres où il lui décrivait avec un vrai talent les pays qu'il traversait. C'était une fête de les recevoir et ensuite d'y répondre. C'est peut-être à cet exercice que Robert avait contracté le goût des lettres, dans lesquelles il s'était déjà fait connaître par un volume dont la presse avait beaucoup parlé. Alors, c'est toute l'histoire de cette jeune fille Régine, qui est une jeune institutrice, dont Robert va tomber amoureux. Et c'est tous les déploiements familiaux, les intrigues, etc., qui vont en résulter. Mais dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont autobiographiques. Beaucoup. D'abord les paysages, et puis il y a des choses qui sont empruntées aux deux familles. Et par exemple, cette histoire de préfet de la République. Je vous ai dit que la famille était profondément républicaine, ce qui n'était pas le cas de tout le monde en Mayenne à l'époque, loin de là. Donc, effectivement, il y avait beaucoup de discours qui se faisaient sur la famille de Jacques Robert. Alors, un autre roman, mais qui est inachevé, lui, malheureusement, il est mort avant de l'avoir terminé, c'est là aussi une histoire de préceptrice. Encore une fois, c'est une jeune femme qui va aller instruire des enfants. Alors là, elle est dans une famille très aisée et elle-même est issue d'une vieille famille. Mais malheureusement, son père a fait de mauvaises affaires, sa mère est très dépensière, son frère doit poursuivre des études et donc elle doit se sacrifier, elle doit travailler pour arriver à entretenir et sa mère et son petit frère aux études. Mais évidemment, une jeune femme de la meilleure société ne peut pas travailler. Donc elle va s'engager comme préceptrice sous une autre identité. Et elle va rentrer dans une famille très aisée où vivent deux enfants qui sont élevés par leurs grands-parents. Leur père voyage à l'étranger et leur mère, c'est un profond mystère sur lequel on ne s'appesantit guère et dont elle découvrira un jour la réalité. Ce fut un mauvais mariage, une femme qui a contraint par un mensonge cet homme à l'épouser, et puis ils se sont séparés, enfin bon. Et donc les enfants sont élevés chez leurs grands-parents, alors soit en France, soit en Écosse. Alors l'Écosse, c'est une région extrêmement romantique, pleine d'histoire, et favorable, avec ses landes désertes infinies, enfin bon, on a tous vu ça, à développer des histoires de cœur et même d'autres. Alors Armande, même chose. Armande, elle raconte à son frère, par lettres, ce qu'elle vit. Donc ce sont aussi des lettres où Armande raconte son quotidien, les gens qu'elle croise, le mystère qui entoure la mère des enfants, et puis ce père qu'on ne voit jamais, qui voyage. Bon, un jour, il finira par arriver, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Bon, je vous en dis pas plus. Voilà. Et donc, je vais vous lire un petit passage. Parmi nos hôtes, personne ne tranche absolument sur le fond assez incolore de bon ton, d'esprit moyen et d'éducation aristocratique, d'instruction médiocre et de plaisanterie insipide dont se compose en général ce que l'on est convenu d'appeler le monde. Évidemment, nos hôtes ne sont pas plus bêtes que d'autres, pas plus vulgaires, ni plus méchants, mais pas meilleurs non plus. Leurs bonnes actions ne sortent pas du cadre restreint des donations à leur église ou à leur curé.
c'est-à-dire un autel en marbre, une statue de saint, le plus en vogue, une chasuble voyante ou un calice doré, quelques aumônes au bureau de bienfaisance, quelques visites d'apparat aux malades nécessiteux ou aux vieillards, aucune effusion vraie, aucun sentiment profond ou tendre, mais un ensemble de choses moyennes, élégantes, bien portées, bien exprimées. Quand on en sort, ce sont alors des lieux communs les plus fades et les plus rebattus. Quelques nuances pourtant les distinguent les uns des autres. Monsieur Desflorides parle de la chasse avec complaisance. Il y pense tout le jour, il en rêve la nuit, et je ne sais ce qu'il devient quand la chasse est fermée. Monsieur de Solignac parle d'agriculture et élevage, connaît à fond les avantages de la race Durham comparés à ceux de la race Mansell. Il n'y a pas une nature de terrain dont il n'ait étudié la composition chimique, et j'avoue que sur ce point, il s'est intéressé. Il n'y a pas un amendement dont il ne sache les inconvénients et les avantages, pas une sorte d'engrais dont il n'ait analysé les propriétés. Il en parle ex professo en ne laissant pas à ses interlocuteurs le loisir de placer une objection. Monsieur de Fontenay est un veuf encore jeune, figurant assez bien l'homme à bonne fortune, auquel justement les bonnes fortunes ont manqué. Il prétend que toutes les femmes sont coquettes, que toutes recherchent les compliments, qu'il faut les battre ou tout au moins les violenter pour les apprivoiser et les séduire, qu'elles n'aiment que ceux qui les dédaignent et que le meilleur moyen d'être adoré, c'est de feindre de les haïr. Comme ces beaux compliments ne s'adressent pas à moi, je n'ai pas à y répondre, mais en vérité, j'éprouverai un grand plaisir à lui faire sentir combien est agaçante et ridicule son outrecuidante vanité. Parmi les jeunes filles, il y en a de jolies, qui seraient, je crois, bonnes et charmantes, avec une éducation différente. L'instruction des garçons n'est que superficielle et traitée avec une étonnante légèreté. Peu ou point d'histoire, celle-ci n'est étudiée qu'en vue des examens et ne comprend que des dates, des faits se succédant, sans lien entre eux et sans aucun enchaînement philosophique. La poésie, la littérature sont traitées de la même façon. Tel écrivain est né à telle époque, vivait en tel lieu, a écrit ceci ou cela, puis est mort dans l'infortune ou dans l'aisance, avec ou sans héritier. Quelques analyses sommaires des œuvres les plus connues et les plus justement admirées, un éreintement en règle des écrivains de premier ordre, de manière à décourager à jamais ces jeunes gens d'essayer non de les admirer, seulement de les lire. Une apothéose de certains écrivains d'une valeur secondaire est en toute chose la préoccupation unique, non de savoir, mais d'être reçu aux examens. Voilà. Alors c'est une critique, là aussi, assez acerbe d'un certain monde et de ses méthodes d'éducation, et on y voit pousser quand même l'influence de la grand-mère, qui n'a pas été sans laisser des traces. Alors, bien ma foi, le jeune homme meurt et sa mère et sa grand-mère sont absolument inconsolables de cette disparition et vont faire élever dans un terrain qu'elles donneront à la municipalité, jouxtant un terrain qui côtoie le cimetière de Vèges, une chapelle funéraire qu'elles vont faire édifier par l'architecte départemental Léopold Ridel, celui qui a édifié la Caisse d'épargne à Laval. En 1800, elles vont faire construire ce monument en 1892. Et si vous sortez de Vèges en vous dirigeant vers Sainte-Suzanne, Cham, vous passez devant le long du cimetière et vous voyez dépasser un espèce de temple, à la grecque un peu. Eh bien, c'est le mausolée de la famille Robert Glétron. Cette chapelle va être transformée en 1907 en mausolée. Elles vont demander à l'architecte angevin Léon Gobelot d'en faire quelque chose, et puis un architecte parisien va aussi intervenir, et elles vont faire une statue en 1913 exécutée par René Grégoire, où une femme voilée étend son voile au-dessus de la tête d'un enfant, c'est Jacques Robert. Alors, Madame Glétron mourra, la grand-mère, en 1905, et sa fille mourra en 1929. Donc, elles survivront quand même, surtout la fille, assez longtemps. Et on m'a raconté, moi, qu'elles allaient tous les après-midi tricoter dans le mausolée auprès des restes. Alors, sont enterrés là les hommes de la famille et Jacques Robert. Donc, si vous faites le tour du mausolée, vous avez des grandes plaques qui énumèrent toutes les décorations, les titulatures des hommes de la famille. Donc Jacques Robert, il est passé tel un météore dans la littérature mayonnaise, mais son œuvre n'est pas sans intérêt et témoigne d'un réel talent, tant, comme l'avait si bien dit Corneille avant lui, la valeur n'attend pas le nombre des années.
Et je vais terminer en vous lisant un extrait d'un petit poème qu'il a adressé, qui s'appelle « Souvenirs d'enfance ». Je jouais avec Émilie, nous avions 10 ans tous les deux. Elle était coquette et jolie, et moi j'en étais amoureux. Amoureux avec jalousie, et je me fâchais tout de bon quand celle que j'avais choisie regardait un autre garçon. C'était ma plus proche voisine, mais un gros mur nous séparait, et notre malice enfantine contre le gros mur conspirait. Il n'avait pourtant rien de sombre, couvert de fleurs de haut en bas, et ses coins se perdaient dans l'ombre de grosses touffes de lilas. Mais c'était un vrai trouble-fête, car grâce à ce mur irritant, il fallait parler à tue-tête et ne nous voir que par instant. Nous avions 100 choses à nous dire, si longtemps que le jour durait, et nous songions à les redire dès que le matin renaîtrait. Jaser était le bien suprême pour ma compagne aux jolis yeux. J'y prenais un plaisir extrême, mais c'était en attendant mieux. J'avisais le tronc d'un vieux saule, où je me penchais sans façon, le mur plus bas que mon épaule me servait alors de balcon. Mamie a grimpé ses vertus, déchirant son petit soulier, fine, légère et court-vêtue, monte à l'assaut d'un coudrier. Doucement, elle s'y balance, joyeuse et me riant des yeux. Je vois voltiger en cadence les boucles d'or de ses cheveux. Tous deux nichés dans la verdure, ayant les arbres pour manteau, pour salon la grande nature et pour orchestre les oiseaux. Nous fûmes heureux sans mélange, pendant 1 mois, peut-être 2, on aurait pu gagner au change, fût-on le monarque des cieux. Mais vint l'automne et ses nuées, puis l'hiver avec ses frimas, et dans les branches des nuées, l'amour frileux ne revint pas. C'est joli, hein? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire de Jacques Robert. Voilà, jeune homme de 17 ans qui nous a laissé tous ses livres. Alors évidemment, des bruits ont couru que c'était pas lui qui les avait écrits. Bon, ça, j'en sais rien. Hein. Toujours est-il que entre les lettres et les romans et les devoirs, tout ça quand même, c'est le même style. Hein. C'est vraiment la même plume qui les a faits. Alors, bon, moi, je garde qu'on a perdu un petit génie de la littérature qui est parti bien vite et qui nous a laissé ces quelques livres. Alors, tout ça a été imprimé aux frais de la grand-mère, hein, et donc il y en a eu, ça s'est très peu vendu, hein, donc des stocks qui sont restés dans des greniers. Et voilà, alors on les trouve de temps en temps, hein, encore chez les bouquinistes. Je vois mon ami bouquiniste au fond de la salle. Voilà, mais c'est quelque chose qui mérite le détour. Et quand vous passerez à Vège, pensez à regarder à droite en entrant dans le village, cette grande maison, il y a une plaque maintenant dessus qui raconte l'histoire de ses habitants. Et puis vous regarderez avant de partir les photos que j'ai amenées, donc de la maison, du portail, de la plaque, le vitrail qui est dans le mausolée, vous voyez, donc qui ressemble vraiment à un temple, et puis cette statue, hein, qui a été faite pour rappeler la mémoire de l'enfant. Voilà ce que je voulais vous dire sur Jacques Robert, cet illustre inconnu.